président de l'Assemblée nationale qui l'attend au seuil de l'hémicycle, sans doute aussi avec le maire de la ville de Porto Novo ainsi que les membres du bureau de l'Assemblée nationale pour l'accueillir de manière solennelle et l'introduire au cœur de cet antre de la démocratie avant qu'il délivre son message sur le discours, son message sur l'état de la nation, l'état dans lequel il laisse le Bénin, il va laisser le Bénin à son successeur. On va analyser avec nos invités sur ce plateau les avancées, mais également les défis. On en entrevoit certains déjà à l'aune de ce que nous observons, c'est ce qu'on a commencé par faire. On va embrayer et bien décrypter l'exercice que le chef de l'État lui-même fera de son inventaire, de l'inventaire de son programme d'action gouvernementale. On va le faire ici, juste après son exercice, que déjà on estime, parce que c'est l'ultime qu'on estime plus long que d'ordinaire. C'est quand même à la limite 10 ans d'action, d'offres de services publics. Voilà, le président, les deux hommes d'État, les deux hommes de personnalités qui se congratulent dans une atmosphère détendue. Le moment s'y prête. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, qui honore le patrimoine vestimentaire national, va à la rencontre du chef de l'État. Il devise pendant qu'il accompagne vers l'hémicycle, sans doute d'abord accueilli par les membres du bureau de l'Assemblée nationale, c'est le protocole républicain. Et à leur côté, le chef de la ville de Porto Novo, pour faire les honneurs au chef de l'État, avant qu'il partage avec nous son regard personnel sur l'effort qu'il a déployé pour faire avancer le Bénin au bout des 10 ans de mandat constitutionnel que le peuple lui a confié. Voilà, quelques instants d'échange avec les députés, membres du bureau du Parlement. Moment de courtoisie républicaine avant qu'on puisse avoir droit à son exercice républicain. Eugène Alassoupou, vous décriviez une trajectoire enthousiaste des avancées qu'on a pu observer avec Patrice Talon. Vous étiez carrément à la limite de votre regard, de votre analyse. Vous étiez sur la transformation de l'offre de formation. Est-ce que cela a pu induire, surtout pour accompagner la transformation industrielle? Parce que là, il faut des profils professionnels et pas que des profils généralistes qui, malheureusement, on l'a observé. C'est un constat patent partout dans tous les pays de l'Afrique dans la période post-coloniale. C'est qu'il y a une offre de formation qui est totalement en décalage avec les besoins de l'économie et même l'avenir. Et donc, c'était très important de transformer. On ne peut pas réussir une politique d'industrialisation du pays sans avoir des ressources humaines qualifiées. Vous savez, ce qui s'est passé à la GDZ, c'est que le gouvernement du Bénin, bien qu'en offrant des possibilités, des facilités à des investisseurs, a interdit qu'ils reviennent au pays avec leurs ouvriers, les ouvriers de leur pays. Conséquence, il fallait travailler sur les ressources humaines existantes. Et c'est ça ce qui en fait. Il y a ce qu'on appelle, les spécialistes de l'Agence nationale pour l'emploi appellent des capacitations. Des jeunes qui n'étaient pas formés, qui aujourd'hui, en 6 ou en 8 mois, ont la possibilité de travailler sur les machines et même hors des frontières. Ils sont équipés, en compétences techniques. Ne pas aller à la GDZ, pour quelqu'un qui n'est jamais allé à la GDZ, c'est un tort. Vous allez comment les jeunes travaillent, la qualité des machines. Et vous savez aujourd'hui que, en dehors du textile, que le Bénin fabrique
du carreau. Le Bénin a sa marque de carreau aujourd'hui et qui est exporté dans la sous-région. Moi, j'en ai vu dans les pays voisins. Et donc, c'est des efforts. On n'avait jamais cru à ça. Vous avez du textile fabriqué, exporté au quotidien, bien dans les pays. Il y a des marques que je n'appelle pas ici. On revient de loin. C'est un pari industriel quasiment gagné à l'aune. C'est un pari. Et je peux vous dire qu'au départ, il n'y a que le président de la République qui croyait à la GDZ. Parce que les grosses structures internationales avaient refusé. Des tentatives industrielles au Bénin. Oui, et ça, c'est du réussi. Il y avait d'autres pays qui avaient tenté ça avant le Bénin et qui n'ont pas pu réussir comme le Bénin. Ils font leur petit bonhomme du chemin, ce n'est pas autant explosif et patent comme le Bénin. Je crois que c'est des cas qu'il faut... le Conseil des ministres a parlé d'une autre zone dans le plateau qui sera érigé. Je crois que si on a 2 à 3 pôles comme ça à l'intérieur du pays, les années à venir... Et dans l'implantation, le choix de l'implantation n'est pas totalement anodin, puisque ça va être adossé, cette zone industrielle au Nigeria. Directement au Nigeria. Formidable marché économique. C'est une très bonne initiative. Alors, puisque nous parlons des projets sociaux, je pense que la création de l'Agence nationale du foncier est une marche forte qui impacte le social. Vous savez, il était très difficile en tant qu'acquéreur. Vous, avec vos petits moyens, vous faites des prêts à la banque, vous cotisez pour acheter un lopin de terre qu'on vient vous discuter après, qu'on vient vous arracher. Aujourd'hui, lorsque vous suivez la procédure de l'Agence nationale pour le foncier, du domaine du foncier, eh bien, vous êtes hors de danger. Je crois que ce sont des choses qui sécurisent. C'est capital pour les investissements. C'est capital pour les investisseurs, notamment pour les investisseurs étrangers qui vont venir dans le pays parce qu'on ne peut pas investir dans de l'insécurité foncière. Aujourd'hui, ce sont des avancées et ce n'est pas que pour les mouvanciers, ce n'est pas que pour les opposants, c'est pour tous les Béninois. Aujourd'hui, lorsque vous voulez acquérir une parcelle, vous êtes obligé de respecter les nouvelles lois en vigueur au Bénin. C'est une avancée majeure. Gracien Makoko, c'est à vous de partager avec nous votre regard sur ce que Patrice Talon a pu offrir aux Béninois comme avancée, au regard aussi de ses promesses initiales. Il n'avait pas de grand cap qui nous avait été fixé. En fait, il n'avait pas un discours, je vais dire, au superlatif pour nous destiner, par exemple, des horizons de développement tels que des dragons de l'Asie, etc. Non, il a juste tracé un certain nombre de grands chantiers. Est-ce que, à vos yeux, les promesses ont été réalisées? Non, je dois vous dire que si on doit résumer en une seule phrase le bilan du président Patrice Talon, il faut dire qu'en dehors de la démocratie électorale et quelques questions de liberté publique, le président Patrice Talon, en 10 ans, a réussi sur tous les plans. J'ai bien dit qu'en dehors de la démocratie électorale et de quelques questions de liberté publique, il a réussi réellement sur tous les plans, sur le plan infrastructurel, sur le plan éducatif. C'est vrai que la question de l'éducation, quand on l'évoque sous le régime du président Patrice Talon, les gens font tôt de s'intéresser à la question des AME, qui n'est pas une question anodine, bien entendu, mais on oublie qu'il y a eu de profondes réformes dans ce secteur-là. Il ne faut pas oublier, je vais faire un clin d'œil au Conseil national de l'éducation, qui est en train de faire un travail formidable. Je ne sais pas pourquoi le Conseil national de l'éducation ne communique pas sur ses actions, mais j'ai eu la chance de participer en tant qu'invité à l'une des assemblées consultatives du CNE, d'accord, au niveau de Golden Tulip, mais j'ai constaté depuis ce temps-là que vraiment sur le plan de l'éducation, beaucoup de choses sont en train d'être faites sous ce régime-là. Et avant, lorsqu'on se retrouve derrière son téléphone portable dans sa maison, et on avait l'habitude de faire des propositions pour dire bon, que le système éducatif irait mieux si on faisait ça. Nous-mêmes, moi-même du moins avec une équipe, on s'est retrouvé à l'intérieur du CREJ, qui est une structure de réflexion. Nous sommes dirigés vers le CNE et on est parti avec quelques projets, mais lorsqu'on a pris contact avec ce qui se faisait, on a vu que ce que nous on a proposé, les gens ont déjà dépassé ce niveau-là. Et il y avait beaucoup de choses qui se font au niveau du secteur de l'éducation. En dehors de ça, le CNE incarne une sorte de gouvernance rationnelle. Tout à fait. Et
Oui, je me rappelle, ça en fait, ce n'est pas une confidence, je me rappelle du sentiment de l'état d'âme de l'actuel ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, que je salue au passage, Mme Eleonore Yahi, lorsque, lors de l'Assemblée consultative de 2023, le Conseil a décidé à ce que des résolutions soient appliquées avant même la rentrée qui a suivi. Je me rappelle, la ministre dit « Ah, quand même c'est trop, mais on fera l'effort ». Vous comprenez que les gens sont sous pression et qu'il y a un travail fondamental qui est en train d'être fait. Ça, les gens n'ont pas communiqué suffisamment là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit un atout. Il va falloir que les Béninois comprennent que dans le secteur éducatif, en dehors de la question des AME et autres, il y a fondamentalement beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, qui sont déjà faites, je vais le dire. Maintenant, donc il y a une démarche prospective que vous saluez à travers cette gouvernance de l'éducation. Oui, bien entendu, parce que... Et cela est aussi tributaire de la qualité, justement, des personnalités, des compétences qui sont appelées pour diriger ce conseil. Bon, vous voyez, on parle de professeur Noël Baguidi. Hein, je vais vous rappeler le discours du président Patrice Talon lors de l'installation. Il parle d'un intellectuel moralement intègre et scientifiquement productif. Ça résume beaucoup de choses. Ça, je vous rejoins pour vous dire que ce conseil n'est pas dirigé par des plaisantins. Et lorsque le conseil veut travailler, il suffit simplement de prendre le cadre légal qui encadre ce conseil et regarder le profil de ceux qui sont en train de travailler, ceux qui mènent la réflexion et voir ce que ça a donné. Monsieur Alosupo a parlé du secteur professionnel, on a parlé des lycées, mais je pense que c'est une petite goutte dans une grande mer parce que beaucoup de choses ont été effectuées en ce qui concerne la gouvernance administrative des écoles, la gouvernance financière des écoles. Il y a eu beaucoup d'avancées dans ce sens-là. Et là, je suis sûr qu'on ne pourra pas résumer, d'accord, sur un plateau de télévision dans un délai trop fermé tout ce qui a été fait sur le plan éducatif. Mais malheureusement, la population voit simplement le salaire des AME. Ce n'est pas une question qu'on peut banaliser, c'est sans doute vrai, mais je vais dire qu'au-delà de ça, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été effectuées. Mais quand je laisse sur le secteur de l'éducation, on va revenir sur les défis, parce que même dans tous les secteurs, il y a des défis à relever. Moi, j'ai travaillé sur la création des juridictions nouvelles sous le président Patrice Talon, notamment la CRIET. Je pense que le livre que j'ai écrit sur le fonctionnement de la CRIET est pratiquement le seul qui existe aujourd'hui, si ma mémoire est bonne, si j'ai bien suivi les choses. Mais je dois vous dire qu'en dehors des procès, tout ce que la CRIET a fait, en dehors des procès qui concernent soit les hommes politiques ou les hommes riches, ce sont ces deux types de procès qui font polémique dans la République. En dehors de ça, vous voyez que tout le reste est salutaire. Il y a beaucoup de décisions qui ont été rendues. Il y a beaucoup de, entre griffes, fossoyeurs de l'économie nationale que cette juridiction a fait rendre gorge. Il y a l'agent judiciaire qui est devenu... Oui, bien entendu, c'est ça. Parce que vous savez, quand on parle de la réalisation des droits de l'homme... à l'impunité. Hein. Tout à fait. Parce que quand on parle de la réalisation des droits de l'homme, il y a une catégorie de droits de l'homme qu'on appelle les droits de l'homme de la deuxième génération. Ce sont des droits qui ne peuvent pas être réalisés sans un investissement massif de la part de l'État. Les droits sociaux, les droits économiques, etc. Vous voyez, et lorsque vous êtes dans un pays qui est gangréné par la corruption, comme on le connaissait dans cette République, l'État, la corruption met l'État en incapacité financière de réaliser les droits de la deuxième génération. Et quand vous voyez une institution comme la CRIET, au-delà des griefs, et j'ai mentionné, j'ai été très clair pour dire, c'est des griefs concernant les procès qui sont liés aux hommes politiques et aux hommes riches de ce pays, ça c'est un autre débat, mais en dehors de ça, sur le terrain de la lutte contre la corruption, sur le terrain vous voyez la question de la cybercriminalité, vous n'imaginez pas l'impact que ça produit sur une société, la jeunesse d'une société, lorsque vous voyez, d'accord, les gens se dépenser de l'argent gratuit, emprunter les chemins de raccourci, vous ne voyez pas le degré de corruption des mœurs. Il y a un degré, il y a un impact négatif énorme, et lorsqu'on est conscient de cela, on ne peut que saluer le travail que cette juridiction a été battu sous le régime du président Patrice Talon, parce qu'il n'y a pas la CRIET sans la volonté du président Patrice Talon. Aujourd'hui, avec cette juridiction, il y a eu des députés qui ont été jugés, il y a eu des ministres qui ont été jugés, et donc c'est un peu comme une manière, je vous dis, une technique pour contourner le verrou de la Haute Cour de justice qui ne nous permettait pas, d'accord, d'amener nos gouvernants à rendre compte. Et ça, je pense que c'est à saluer. C'est sa mission. Bien entendu, c'est vraiment des réformes institutionnelles dans le pays. Ça, il faut le dire. Vous avez vu la Cour spéciale des affaires foncières.
Vous savez, le Bénin a un problème du foncier, un problème terrible. Avant, il y a la diaspora béninoise. Les gens se retrouvent en France, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne. Ils envoient de l'argent pour qu'on leur achète de terre ici. Mais finalement, c'est de l'escroquerie. Les gens ne retrouvent plus leurs biens immobiliers. Mais aujourd'hui, l'installation de cette cour et également les réformes qui ont été abordées déjà par M. Alosokpo, on voit que nous sommes entrés dans une ère de sécurisation du foncier au Bénin. Et ça, ce n'est pas forcément, ce n'est pas seulement pour les investisseurs étrangers, c'est d'abord pour nous autres Béninois. Les Béninois qui se retrouvent à l'étranger aujourd'hui, c'est quand même un système qui leur permet d'avoir un peu plus confiance dans ce domaine du foncier-là. Il y a un aspect que je voudrais aborder, et M. Alosokpo l'a abordé, la question des concours. La question des concours. Moi, je peux vous dire que parmi toutes les réformes du président Talon, ça, je l'ai beaucoup salué. Il y a plein de magistrats aujourd'hui qui ne seront jamais devenus magistrats si on n'a pas un système transparent d'organisation des concours. Parce qu'avant, on a observé que si vous n'avez pas des millions, vous ne pouvez pas accéder aux fonctions publiques. Si vous n'avez pas des gens qui sont haut perchés, vous n'êtes pas ami d'un ministre. On a connu un Bénin. Et ça, je suis d'accord avec le président Patrice Talon lorsqu'il parle de passé honteux. Il ne faut pas avoir froid aux yeux. Il faut être direct. Il faut dire les choses clairement. On a vu dans ce pays l'enfant d'un homme haut perché qui vit en France et qui est admis à 2 concours différents organisés le même jour et à différents endroits. Et pas forcément parce que le concours a été organisé en ligne. Non, pas du tout. Le concours n'est pas organisé en ligne. Il n'est pas sur le territoire national et il réussit, d'accord, pour 2 concours organisés le même jour à 2 endroits différents. Vous convenez avec moi que ça, il s'agit d'un passé honteux, un passé tellement honteux. Et avec l'avènement du régime de la rupture, on a constaté qu'il n'y a plus de concours frauduleux au Bénin. En 10 ans, tout le monde est d'accord sur cette question. Il y a une unanimité qui ne dit pas son nom. Qu'on soit opposant, qu'on soit mouvancier, nous savons que désormais au Bénin, les concours sont sans fraude. Et ça, c'est une avancée majeure. Et il faut le saluer, il faut le reconnaître. Et j'ai commencé par dire le président Patrice Talon, en matière d'infrastructure, là, il ne faut plus perdre le temps pour faire le point, parce que ça se voit. Il y a une artiste qui dit, je fais allusion à M. Gigi Lapino, qui dit on n'a plus besoin de parler parce que les faits sont là et tout le monde est en train de voir ce qui se fait dans ce Bénin-là sur le plan infrastructurel. Il ne faut pas oublier la réforme dans le secteur de la santé. Je vous arrête pas. Oui, je vous relance sur les réformes dans le secteur de la santé pour que vous partagiez avec nous votre regard. Je rappelle juste aux téléspectateurs, à ceux qui nous ont rejoints à ce moment précis, que nous sommes en train, Bénin TV, en train d'accompagner l'exercice républicain du message sur l'état de la nation du chef de l'État devant le Parlement, dont on voit déjà d'ailleurs les images à l'antenne. Cette image nous indique avec le décorum qui est installé, le protocole tout autour de la chaire du président de l'Assemblée nationale, où il va monter tout à l'heure pour lancer cette séquence cérémonielle républicaine. Que c'est imminent. Le chef de l'État va sans doute aux frontières. On est déjà carrément à 10 heures. Voilà. Il est fort aussi que dans les secondes qui viennent, le chef de l'État fasse son entrée dans ce Parlement. Ben voilà, c'est exactement comme je l'ai dit. On entend le protocole de l'Assemblée nationale qui prend la main. Le président de l'Assemblée nationale va contrôler le quorum et s'assurer que la majorité et Monsieur le Président de l'Assemblée nationale.
change, asseyez-vous. La séance, ça ne marche pas. La séance est reprise. Excellence, Monsieur le Président de la République, Messieurs les membres du bureau, Messieurs les membres de la conférence des présidents, Messieurs les ministres, chers collègues députés, honorables invités, autorités civiles et militaires, notamment la préfète de Lomé, le maire de la ville de Porto Novo et le haut commandement militaire. Conformément à l'article 72 de la Constitution, nous voici réunis pour écouter le message du chef de l'État sur l'état de la nation. Alors, je voudrais demander au premier secrétaire parlementaire de nous lire l'article 72 de la Constitution. Merci, Monsieur le Président. Article 72 de la Constitution. Le président de la République adresse une fois par an un message à l'Assemblée nationale sur l'état de la nation. Il peut aussi, à tout moment, adresser des messages à l'Assemblée nationale. Ces messages ne donnent lieu à aucun débat. Ils peuvent toutefois inspirer les travaux de l'Assemblée nationale. Fin de lecture, Monsieur le Président. Alors, Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de la représentation nationale et en mon nom personnel, je vous souhaite encore la bienvenue en ces lieux chargés de symboles et où, avec régularité, d'une horloge qui vous caractérise et vous honore, vous venez pour la 10e fois consécutive délivrer votre traditionnel message sur l'état de la nation, respectant ainsi et de façon scrupuleuse les prescriptions de l'article 72 de la Constitution qu'on vient de nous lire. Cependant, au regard du contexte national, marqué notamment par les douloureux et regrettables événements du 7 décembre dernier, qui ont créé tant de frayeur et suscité tant d'indignation à travers le pays, voire au-delà, d'une part, et les grandes mutations en cours au plan politique et institutionnel, d'autre part. Jamais auparavant un discours sur l'état de la nation, qui apparaît par ailleurs comme un véritable testament politique, n'aura été attendu avec autant d'impatience, aussi bien par les membres de l'Assemblée nationale
que par le peuple béninois tout entier qu'il représente. C'est pourquoi je voudrais, avec la déférence requise, Monsieur le Président, de bien vouloir prendre la place à cette tribune qui vous est si familière pour nous délivrer cet ultime message qui, j'en suis convaincu, saura renforcer la foi des uns et des autres en l'avenir de notre commune patrie, le Bénin. Mais avant de vous inviter, là, je voudrais quand même dire quelque chose qui vous caractérise et qui sous-tend notre admiration par rapport à ce que vous êtes. On n'invente pas la roue. Donc je vais tirer ça quand même des écrits d'un Sud-Africain qui est dans le théâtre, qui est dans l'évangélisation aussi, le Sud-Africain, du nom de Edouard Lobolo. Pour ceux qui sont souvent dans les évangélisations, je ne veux pas vous évangéliser, hein, ce n'est pas ça, non, loin de là. Il disait ceci: le pouvoir, lorsqu'il n'est pas équilibré par la sagesse et la vertu, devient une drogue pour l'âme. Il séduit, enivre et enferme celui qui le détient dans l'illusion d'une toute-puissance. Mais plus il s'accroche, plus il s'éloigne de l'humanité qu'il devrait servir. Petit commentaire, vous ne vous êtes pas accroché à cela. Et c'est un point pour vous. Et il continue. L'histoire de l'humanité nous renseigne que rares sont ceux qui acceptent de déposer volontairement le fardeau du pouvoir, car l'orgueil et la peur de redevenir simple mortel lient les mains du dirigeant insensé. Ça vous caractérise, puisque vous ne vous accrochez pas à ça, puisque vous voulez faire partie des rares qui ne veulent pas s'accrocher au pouvoir, de peur de redevenir un simple mortel. Et ensuite, il termine en disant que le vrai sage, ce n'est pas celui qui prend le pouvoir, mais celui qui sait quand il faut le quitter. Et vous avez choisi vous-même quand il faut le quitter malgré les pressions. C'est ça qui vous caractérise. Je vous invite maintenant à délivrer votre message, s'il vous plaît. Merci. J'espère que je ne vous décevrai pas par la brièveté de mon message. Le président a dit tout à l'heure que c'est le message le plus attendu. Mais en général, les au revoir doivent être courts et brefs, pour que l'émotion ne monte pas trop. Je peux vous dire que ce n'est pas sans émotion que je me tiens devant vous ce matin pour mon dernier message dans cette posture. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de l'Assemblée nationale, Président de commission et président de groupe parlementaire, Mesdames et Messieurs les députés. Pour une 10e et dernière fois, j'ai l'honneur de vous présenter en votre qualité de représentant légitime du peuple béninois et délégataire de sa souveraineté en matière législative, mon appréciation de l'état de notre nation.
65 ans après notre accession à la souveraineté internationale, la nation béninoise, issue du regroupement des royaumes qui constituaient jadis notre actuel territoire, s'est solidement constituée et son unité s'est renforcée. La communauté nationale vit en bonne harmonie et aucune tension ethnique, religieuse ou sociale ne s'observe au point de constituer un risque pour la paix et la cohésion interne. L'intégrité du territoire national est préservée en dépit des agressions sécuritaires extérieures qui éprouvent nos forces de défense et de sécurité dans certaines localités frontalières. Mesdames et Messieurs les députés, je confirme ainsi que les fondamentaux constitutifs de la nation dont nous avons hérité sont bien préservés, voire renforcés. Pour le reste, qui relève de notre mission de construction au quotidien, en vue de l'amélioration constante des conditions de vie de nos concitoyens, l'état des lieux est aujourd'hui rassurant et prometteur, même si l'héritage n'était point confortable à l'entame de la décennie qui s'achève. Mon souhait ce matin n'est pas de dresser sur les 10 dernières années qui s'achèvent le bilan de notre action commune dans les différents domaines qui conditionnent notre développement économique et notre bien-être. Ce qui importe désormais pour nous, 65 ans après la prise en main de notre propre destin commun, c'est à mon sens la réponse aux questions fondamentales ci-après. Le Bénin a-t-il enfin trouvé la voie pour son développement? A-t-il entamé son progrès de sorte à devenir, lui aussi, un pays développé, susceptible de se passer de l'aide au développement apportée par d'autres et parfois avec mépris? Est-il un pays où l'éducation nationale, la formation technique et professionnelle, la route, l'eau, l'électricité, l'emploi, la santé, le cadre de vie durable, assaini et beau, la sécurité et la paix progressent chaque jour? Est-il un pays qui ne fait plus honte à ses enfants, mais leur apporte plutôt fierté et espoir? Un pays que d'autres admirent et envient. Autrement dit, le Bénin est-il aujourd'hui un pays où tout s'améliore jour après jour, où l'espoir est désormais permis, de sorte que ce qui n'est pas encore acquis ne paraisse plus inaccessible? Honorables députés, représentants du peuple béninois tout entier, la réponse à cette question fondamentale est oui. En effet, depuis bientôt 10 ans, le Bénin a entamé sa mutation et les signes de notre progrès sont visibles par tous. Le miracle, c'est notre nouvel état d'esprit. Il nous fait opérer les changements les plus inespérés. Il nous fait progresser et chacun accepte désormais de consentir les sacrifices et les efforts nécessaires. Il nous rend admirables et suscite la jalousie de certains. Ce nouvel état d'esprit est le résultat du courage dont a fait preuve l'ensemble des responsables politiques en charge de notre commun destin depuis bientôt 10 ans. Par ce courage,
des réformes pertinentes jadis inespérées ont été opérées dans tous les domaines et ont été peu à peu appropriées par chacun pour devenir le fer de lance de nos prouesses. Dans le domaine politique en particulier, nous pensions, à la sortie de la conférence nationale, que la proclamation de l'état de droit, de la démocratie et de l'économie libérale suffirait pour faire de chaque acteur politique un responsable vertueux et un dirigeant compétent de bonne foi. Nous pensions que les acquis de la conférence nationale suffiraient pour induire la bonne gouvernance et produire le développement, quelle que soit l'organisation et les règles de la compétition politique. Hélas, non. Bien que chacun ait constaté cette terrible réalité et souhaité haut et fort la revue du système politique partisan, la définition et la mise en œuvre d'une réforme politique sérieuse n'ont pas été aisées et continuent de nous éprouver. Aujourd'hui encore, il persiste en notre sein une certaine divergence sur les profondeurs qu'il reste à atteindre en cette matière pour mettre le Bénin définitivement à l'abri de nos travers, nous les acteurs politiques. Honorables députés, ma conviction est que un effort qui s'avère nécessaire, mais qui est à moitié consenti, est vain. C'est pour cela que nous avons raison d'aller au bout de la réforme, de la refonte de notre modèle politique pour l'adapter à nos réalités en vue d'asseoir durablement notre développement engagé. Vous prenant à témoin, honorables députés, j'ai la conviction que les différentes réformes que nous avons opérées depuis, qu'il s'agisse de celles intervenues en 2018, 2019, 2024 jusqu'à la toute dernière, datant d'un mois à peine, nous permettront véritablement et définitivement de mettre la démocratie au service du développement de nos concitoyens et non au service exclusif des acteurs politiques. Ainsi, diriger la nation béninoise ne doit plus être perçu comme un droit, mais plutôt comme un devoir qui requiert de la disponibilité, de la vision, de la compétence et de l'abnégation. C'est pourquoi, de plus en plus, la démocratie se définit essentiellement chez nous au Bénin comme un facteur de développement et de promotion du bien-être citoyen. Elle n'est plus un prétexte de pagaille, de corruption et d'impunité. Au Bénin, désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique pour s'emparer de notre destin commun sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Pour nous diriger au Bénin, nous protéger, assurer notre développement et notre bien-être, il faut en être capable et le mériter politiquement. Être acteur politique ne confère plus aucun droit. Il n'astreint qu'à des devoirs et à l'humilité, voire à l'effacement et même au sacrifice de soi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, si tel est l'état des lieux en ce qui concerne notre modèle de démocratie désormais au Bénin, pourquoi devrions-nous en rougir parce qu'il n'est pas la copie conforme de ce qui se fait ailleurs?
Pourquoi? Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. Nous sommes désormais une grande nation qui se construit jour après jour et notre modèle sociopolitique est en pleine mutation pour asseoir et renforcer notre dynamique de développement. Mais une telle transformation ne peut s'opérer sans difficulté, nous l'observons. Les incompréhensions, les résistances et même les heurts qui nous éprouvent sont inhérents à toute transformation sociétale significative. Ils sont la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Aucune œuvre humaine n'étant parfaite, nous corrigerons et ajusterons notre modèle au fil du temps. À cet effet, chaque génération devra apporter à la nation éternelle sa part d'innovation et de génie constructif, ainsi que son courage pour empêcher coûte que coûte les nostalgiques rétrogrades et les marginaux d'arrêter le progrès. C'est en cela que je voudrais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, saluer et rendre hommage à l'ensemble des forces de défense et de sécurité de notre pays. Pour leur bravoure, leur loyauté à la République face à l'attaque perpétuée le dimanche 7 décembre 2025 contre la nation béninoise par des marginaux insensés, manipulés par quelques compatriotes en quête de privilèges perdus, ainsi que certaines autorités politiques et militaires étrangères. Je salue la mémoire de ceux d'entre nous qui y ont perdu la vie et adresse à leurs familles et proches, au nom du peuple béninois tout entier, nos sincères condoléances. Aussi, voudrais-je, en mon nom personnel et au nom de la nation tout entière, exprimer notre fierté et notre reconnaissance à l'égard de tous les corps d'armée, toutes les garnisons du territoire, tout le commandement militaire, la police républicaine et son commandement, qui tous, sans aucune défection, se sont mobilisés spontanément et immédiatement pour défendre la patrie, refusant de prêter main forte aux assaillants et se mettant à la disposition de l'État. De même, j'exprime à l'égard de tous les dirigeants, de toutes les institutions de la République, notre fierté et notre reconnaissance pour leur attachement à l'ordre constitutionnel tel qu'ils l'ont exprimé dans les minutes qui ont suivi l'attaque. À l'endroit du peuple béninois, dans sa grande majorité, j'exprime notre fierté pour son refus de soutien à la forfaiture et son attachement à la démocratie et à l'ordre constitutionnel. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, tout cela n'est-il pas l'illustration d'un état d'esprit nouveau, caractéristique d'un Bénin qui grandit? Les grandes nations, ce ne sont pas seulement celles qui ne sont jamais éprouvées, ce sont également celles qui sont capables de faire face aux épreuves avec efficacité. En cela, notre pays, le Bénin, a donc franchi un palier décisif dans son parcours, sa construction, ses valeurs et son développement. Quant à ceux d'entre nous qui restent désespérément accrochés à notre passé révolu ou qui peinent à s'arrimer à la dynamique en cours,
je prie le ciel de leur accorder la clairvoyance, l'altruisme et l'humilité nécessaires à leur ralliement afin que leur frustration, justifiée ou non, cesse de nous diviser. Car notre Bénin commun restera éternellement notre maison commune. Nos divergences ou insatisfactions des temps présents ne doivent en aucun cas compromettre l'intégrité de la nation et son avenir. Les élus, mal aimés d'aujourd'hui, passeront. Et ceux de demain ne manqueront pas de corriger les erreurs commises et de remédier aux insuffisances. Que chaque citoyen béninois accepte donc de venir boucher de ses doigts les trous de la jarre trouée afin qu'elle abonde de richesses pour nos enfants et petits-enfants. C'est bien le symbole de ces lieux, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, pour ce qui restera en ce qui concerne ma dernière apparition ici, à cette tribune, permettez-moi de vous exprimer à vous, parlementaires de la 9e législature, à vos prédécesseurs des 8e et 7e législatures, ma profonde gratitude pour votre disponibilité permanente, votre amabilité, votre bienveillance, votre collaboration républicaine, correctrice et combien efficace, qui m'ont permis d'accomplir, durant ces 2 mandats, selon mes compétences, la charge, la noble mission que m'a chargé le peuple béninois, dont m'a chargé, le peuple béninois, depuis donc bientôt 10 ans. Vous prenant encore une fois à témoin, je voudrais exprimer à toutes les Béninoises et à tous les Béninois de l'intérieur et de l'extérieur, de tous les âges et de toutes conditions, ma reconnaissance infinie pour l'honneur et la confiance qu'ils m'ont fait en me confiant durant 2 mandats successifs le destin, la direction de notre beau et grand pays. Je veux leur dire que j'ai pris et gardé tout le long des 2 mandats la mesure de leur attente, que j'ai donné le meilleur de moi-même, jour et nuit, avec bonne foi et abnégation, pour être à la hauteur de leur confiance. Je veux leur dire aussi que j'ai le regret de ne pas avoir tout réussi. Mais je veux, surtout et davantage leur dire, alors que la fin de ma mission est toute proche, que j'ai la certitude qu'ensemble, nous avons accompli de grandes choses, dont certaines nous paraissaient même impossibles. Je veux enfin leur dire que surtout, notre état d'esprit a considérablement changé. Que désormais, plus rien ne nous est impossible. Que le Bénin a véritablement et définitivement trouvé son chemin pour se développer enfin et offrir peu à peu à chacun le bien-être légitimement attendu et qui est de plus en plus espéré, mais qui est désormais à notre portée. Le développement, le bien-être attendu depuis tant de temps par tous, Monsieur le Président, Madame et Messieurs les députés, ce bien-être, il est désormais à notre portée et nous cheminons chaque jour ensemble pour le conquérir. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, bientôt, de nouveaux conseils communaux prendront le relais dans nos communes. Une nouvelle législature succédera à la présente ici, à Porto-Novo. Un nouveau président de la République prendra la règne du Bénin. Tous ces changements
qui s'annoncent matérialisent la dynamique de la vie. Elles sont le symbole du renouvellement inéluctable, gage d'espérance et de progrès. Les élections générales, qui à cet effet se préparent, seront paisibles et sereines, parce que chacun, quelle que soit son appréciation et son appartenance, aura compris que le seul véritable enjeu, c'est le Bénin. Mesdames et Messieurs les députés, représentants de la nation tout entière, par vous, à travers vous, vous prenez encore à témoin, je voudrais dire à tous, aux Béninois et Béninoises, de l'intérieur et de l'extérieur, que nous n'avons aucune raison de craindre l'avenir. Je veux leur dire que nous avons trouvé notre chemin. Je veux le répéter. Je veux leur demander de faire confiance au Bénin, de faire confiance aux générations successives, désormais actives pour notre bien commun, pour notre développement. Je veux leur dire, n'ayons aucune crainte. L'âme du Bénin veillera et le meilleur est à venir. Telles sont ma prière et mes vœux pour l'année 2026 qui s'achève, ou qui s'annonce plutôt, pardon, je vais trop vite, hein. 26 n'est pas encore arrivé. Je disais donc tantôt que telles sont ma prière et mon vœu pour l'année 2026 qui s'annonce pleine d'allégresse et de réussite pour le Bénin. Puisse-t-elle apporter à chacun et à chacune la bonne santé, la prospérité, la patience, le patriotisme, l'amour de soi et de l'autre, ainsi que la joie de vivre. Mesdames et messieurs, vous aurez compris que l'émotion m'a étreint. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Je voudrais vous souhaiter à vous, à tout le monde, que bientôt, ceux qui viendront ici ou celui qui viendra ici à ma place, vous entretenir sur l'état de la nation, vous donne le sentiment que les choses s'améliorent, que le Bénin continue son chemin et que le meilleur va se goûter de plus en plus par les uns les autres. Je voudrais que dans les rues de Cotonou, chez moi, ou dans un café, ou dans un bar, ou chez des amis, en regardant le prochain faire son discours d'état de la nation, je voudrais constater que dans tel ou tel domaine, les choses vont avancer, sont allées encore beaucoup plus loin que ce que nous avons fait ensemble. Je voudrais que l'âme du Bénin y veille. J'ai confiance. Et je vous invite à avoir autant confiance en notre destin commun, en notre capacité de développement, d'abnégation, d'effort. Et je prie le ciel de nous exaucer. Merci. Voilà. Il n'y a pas de commentaires, comme l'indiquent nos textes de la République.
Néanmoins, je voudrais dire combien l'émotion est grande. Et la fin du discours malgré les applaudissements, a assombri les visages. Et moi, ça me rappelle juste quand Jésus voulait quitter, quand il a rassemblé les disciples, ce qu'il a dit dans Jean 17, mon âme est triste à mourir, je veux que vous gardiez votre unité. Je ne vous appelle plus serviteurs, mais mes amis. Et l'intensité de cette émotion, de cette charge émotionnelle qui envahit notre hémicycle, nous fait penser à ces maximes qu'on nous apprend sur les bancs. Les changements même les plus souhaités ont leur mélancolie. Alors, nous vous souhaitons bon repos, le repos du guerrier, parce que vous avez combattu le bon combat. Et maintenant, la palme d'or est attendue pour être remise en mai 2026. Chers collègues, nous sommes au terme des prescriptions constitutionnelles. Nous allons suspendre la séance et elle reprendra dès que vous serez invités par les canaux habituels. La séance est suspendue. Mesdames et messieurs, je vous prie de saluer le retrait du chef de l'État et du président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez saluer les gens. Mesdames et messieurs, veuillez vous rasseoir s'il vous plaît. Nous procéderons à une phase des salutations d'usage. Voilà. Je voudrais inviter, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, à faire leur civilité aux deux hautes autorités. Madame et messieurs les membres du bureau de l'Assemblée, s'il vous plaît. Oui, l'arrivée se fera par la droite et vous retournez à vos sièges par la gauche. Messieurs les présidents de groupes parlementaires et des commissions permanentes, s'il vous plaît. Chers invités, un discours chargé d'émotion, ce n'est pas un grand discours. Hein. Le message sur l'état de la nation, l'ultime de Patrice Talon, ce n'est pas un grand discours marqué d'un chapelet de satisfecit. Mais il est allé toucher des points essentiels. On va suivre la suite de la cérémonie avec les salutations qui sont réservées au chef de l'État.
Voilà. Tout à fait. Cette procédure-là, que les députés auront la possibilité d'être en contact comme ça avec le chef d'État. Maintenant, après la charge, il y a les amitiés qui continuent. Absolument. Il y aura d'autres possibilités de se voir. Et il y a la campagne qui s'annonce aussi, la campagne des élections communales, législatives et la présidentielle après. Je crois qu'il y aura une convergence d'efforts de l'ensemble des partis qui supportent le candidat pour que ce que le président de la République a souhaité, que les efforts continuent au-delà de son mandat, soient maintenus et entretenus. Vous savez que, je constate, vous savez, oui, avec Nikes Fayon. Oui, c'est un moment solennel, un moment chargé d'émotion. La puissance émotionnelle induite par le discours du président de la République. C'est très important. Vous savez, j'ai vu dans ses yeux un minimum de regret. Le regret d'avoir arrêté la marche, mais l'audace de quitter. Le président de l'Assemblée l'a dit et l'a félicité. Je crois que c'est la marque des grands hommes. Et Patrice Talon, je dirais que lui seul, il aura été un marquant phénomène politique. C'est une masse d'imagination, de capacité d'action. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit reconnaître en lui la force de l'action, l'audace d'agir. Et il y a des chantiers sur lesquels nous avons trouvé, le chef de l'État et le gouvernement, qu'on n'aurait jamais pensé possible. Nous, les réformes politiques, ce n'était pas donné. Et on a avancé en 2017, il y avait beaucoup de scepticisme par rapport à ça. Mais on a évolué. Il y a eu des casses, il y a eu des difficultés. Et il a appelé à ce que ceux-là qui ont marqué leur opposition puissent retourner à la maison, soutenir la dynamique qui est en cours. Pas sa dynamique. Oui. Parce qu'à partir de 2026, et précisément en mai, il aura quitté le pouvoir, mais avec celui qui vient, deux pouvoirs ne se ressemblent jamais absolument. Deux hommes ne se ressemblent jamais à la gestion, à la tête d'un pays. Il y aura certainement chacun avec sa marque, sa marque. Il y a des acquis. Il y a des acquis et sur ces acquis, celui qui va lui succéder va étoffer ses actions pour le bien-être des Béninois. Tout ce que le chef d'État a dit là, dans ce discours de 26 minutes bien chronométré, c'est la convergence des efforts pour le bien-être du pays et des citoyens. Pour nous, c'est essentiel et il a continué à exprimer cette conviction qu'il a nourrie depuis 2016 à la tête du pays. Parfois, on l'a accusé de faire des pas forcés sur un certain nombre d'actions, mais au bout du compte, le résultat est là, le résultat est palpable. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais pour l'essentiel, aujourd'hui, au bilan... Au cœur des actions, quoique clivantes, parce qu'en fait, tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Non, tout le monde ne peut pas adhérer même dans votre propre famille, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. À une inflexion, une inclinaison qu'on imprime à l'action publique, à l'offre de gouvernance publique, tout le monde ne peut pas être d'accord. Mais il y a une marge d'humilité dans ce discours-là. Je considère que le plus important, il y a une question essentielle qu'il faut se poser à chaque fois. Est-ce que le pays en sort grandi? Est-ce que l'intérêt général est sauvegardé? Est-ce que l'avenir est préservé? Et après, autour des dissensions, Patrice Talon appelle en toute humilité à ce que tous les filles et fils du pays, à l'image du symbole justement unioniste de l'Assemblée nationale, d'ailleurs qui a été sacralisé au sortir de la conférence nationale, qu'il y ait des élans collectifs pour qu'ensemble on corrige les marges d'erreur pour avancer ensemble. Et lui-même l'a reconnu qu'il pourrait y avoir des erreurs. Et ces erreurs seront certainement corrigées par celui qui va lui succéder. Gratien Makoko, le président de l'Assemblée nationale avait annoncé comme une sorte d'attente, de soif à entendre ce message, cet ultime message sur l'état de la nation de Patrice Talon comme une sorte de testament politique. Est-ce que vous avez senti des accents dans ce message-là comme une sorte de testament politique? Et si c'est le cas,
qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retenu? Monsieur Sonneau, je vous remercie beaucoup. Il faut dire que au su de ce discours, bien sûr, ce discours du président Patrice Talon, j'ai retenu généralement ces 4 à 5 points. D'accord. Le dernier point, c'est la note d'espoir, son invitation à l'endroit de tous les fils et de toutes les filles de ce Bénin de croire à la grande destinée de ce pays, de se mettre ensemble en dépit des divergences. Ça, c'est sa note finale, l'invitation fondamentale qu'il a adressée à l'endroit de tous les citoyens et de toutes les citoyennes béninois. Mais alors, les 4 autres points sur lesquels je peux structurer son discours, c'est d'abord le problème le plus grave et le plus important du Bénin selon lui. J'ai lu à travers le discours du président Patrice Talon que selon lui, le plus grand problème du pays, c'est l'échiquier politique, ce sont les hommes politiques. Il a essayé d'adopter une posture très semblable, à celle de Ronald Reagan, un ancien président américain qui disait que le gouvernement n'est pas la solution aux problèmes, l'homme politique n'est pas la solution à nos problèmes, qu'ils sont en réalité les problèmes. Je suis en train de constater que le président Patrice Talon est en train de nous dire qu'en réalité, le plus gros problème du Bénin, ce sont ces hommes politiques. Et à la base de ce problème diagnostiqué, il a posé une vision claire de son action. Il a essayé de décliner le postulat idéologique de sa gouvernance, à savoir, d'accord, mettre la démocratie au service du développement exclusivement. Et il a essayé de proposer une nouvelle définition de la démocratie qui m'a intéressé en tant que juriste. Il a bien dit que la démocratie est un facteur de progrès pour le bien-être citoyen. Ça, c'est la vision de l'homme, c'est sa manière de percevoir. Il ne voit pas seulement la démocratie dans le sens de l'exercice infructueux des libertés publiques, dans le sens de l'exercice infructueux des droits de l'homme, mais plutôt une démocratie qui n'empêche pas d'aller au progrès infrastructurel, d'aller au progrès sur le plan sanitaire, d'aller au progrès sur le plan éducatif, etc. Il veut, et lui, en tant que président Patrice Talon, a estimé que la meilleure forme de démocratie, c'est celle qui constitue un facteur pour le progrès et le bien-être citoyen. Ça, c'est vrai qu'on aurait voulu, d'accord, une démocratie un peu plus englobante qui intègre également la dignité humaine. La dignité humaine parce que, tel qu'il a pensé, c'est vrai que c'est une solution conjoncturelle à un problème réel du Bénin, mais au fond, on aurait voulu que celui qui va le suicider puisse essayer, d'accord, d'épouser cette vision de la démocratie, mais rechercher à intégrer également la dimension la dimension qui concerne la condition humaine, la dignité humaine, parce que c'est capital, puisque si nous avons le progrès matériel sans avoir un épanouissement personnel, ça ne va pas être forcément le développement dans son entièreté. Ça reste la vision de l'homme, ça l'a caractérisé. Et le troisième point, c'est les actions qu'il a menées. Et j'ai pu noter quelque chose quand le président Patrice Talon parlait des réformes. Il s'est plus appesanti sur les réformes politiques. Selon lui, c'est à ce niveau seul que les problèmes sont intervenus. Et ce n'est pas faux. Parce que quand nous prenons le secteur de la santé, la réforme dans le secteur de la santé, au début, les gens n'y croyaient pas, mais à un moment donné, nous avons vu le bien fondé, la suppression du droit de grève, d'accord, dans le domaine de la santé. En tant que juriste, on n'était pas d'accord. Mais avec le temps, nous nous sommes dit, est-ce que la vie humaine doit être un objet de marchandage? Et petit à petit, on l'a compris, le retrait du droit de grève aux magistrats. C'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je reste pas d'accord par rapport à cela, mais on a vu quand même que ça a eu des vertus dans le secteur de l'éducation. Des services publics essentiels. Tout à fait. Donc, utiles aux citoyens. Ce sont des choses que les Béninois ont fini par comprendre. Donc, ils ont fini par adhérer à ça. Mais ce qui concerne plus précisément les réformes politiques, la question reste posée. La question reste posée parce que c'est sa manière de voir le monde, sa manière de voir l'action publique, la marche des pays qui l'a amené entre griffes à factoriser ou à mettre en parenthèse certaines caractéristiques ou certains éléments de la démocratie telle qu'on l'a connue avant lui. Libertaire. Voilà, donc on ne va pas le dire, mais dans une certaine mesure, il faut quand même dire que c'est un homme qui a diagnostiqué un problème et il a posé clairement son mode d'action, son idéologie, d'accord, de développement, et après il a agi. Il convient lui-même que sur le plan politique, son action ne fait pas unanimité. Nous sommes d'accord que dans les autres
d'autres domaines, il n'y a pas trop de débat sur le terrain politique, c'est un élément. Mais le président Patrice Talon, dans son discours, a sorti une phrase très forte, il a défini ce qu'on appelle, on peut appeler le profil de l'homme politique béninois après lui. Le profil, il ne s'agit plus simplement d'être un harangueur de foule pour présider à la destinée de l'État du Bénin, pour animer les institutions de l'État, pour d'accord se retrouver à un niveau élevé au niveau de notre République. Il va falloir allier à la capacité de mobilisation de l'électorat, la compétence, et il a parlé également de l'abnégation. Et ça me rappelle les derniers mots ou les dernières volontés du roi Rui Badia. C'est vrai que le Bénin, c'est Niki, c'est tout, mais ça c'est juste, ce n'est pas pour diviser et que les téléspectateurs me pardonnent, mais j'illustre à travers les derniers mots du roi Rui Badia qui a détaillé également le profil de celui qui va lui succéder. Et le roi Rui Badia a fait allusion à un élément caractéristique que je voudrais que le président Patrice Talon puisse ajouter ou que nous essayons d'ajouter au profil de l'homme politique. Il doit être un homme affectueux. Les peuples sous-développés ont besoin d'abord de cela parce que, vous savez, les gens n'arrivent pas à encore manger, tous les problèmes demeurent urgents et lorsqu'on fait le développement, la beauté, c'est quelqu'un qui est en train de souffrir quelque part et lorsque nous restons dans une démarche d'affection avec les mots, on peut déjà guérir à moitié la misère de quelqu'un et donc dans cet élan global, ça va nous permettre de construire le grand Bénin que le président Patrice Talon a contribué à bâtir parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est un homme qui a posé des pas déterminants. On avait commencé par les lister à l'entame de nos propos sur ce plateau, mais on ne cessera jamais de tout citer parce que vraiment, il faut le dire, c'est un homme. Son passage à la tête de l'État du Bénin n'a pas été sans impact et ça a été sans impact avec des impacts significatifs, des impacts profonds. Il a fait allusion à ce qu'on appelle l'état d'esprit. L'état d'esprit du Béninois, c'est capital. Aujourd'hui, il y a une sorte de peur, d'accord, de dilapider les ressources de l'État. Parce que si vous le faites, le statut de député ne vous protège plus. Le statut de ministre ne vous protège plus. C'est cela ce qu'il a pu apporter fondamentalement. Et ça, il faut le dire, ce qui peut nous inspirer un peu de la distance, c'est lorsque le président disait que l'homme politique au Bénin, désormais, n'a plus de droits, il n'a plus de devoirs. Bon, ça, il y a un peu... On comprend, tout à fait, parce que si je me souviens, en tant que jeune béninois, que les salaires politiques demeurent les plus importants du pays, on se dit que est-ce que totalement ils sont sans droit? Ils sont avec droit, des droits énormes. Il va falloir dans ce sens que, puisque nous voyons aujourd'hui que la vision du président Patrice Talon, c'est que les hommes politiques aient davantage de devoirs. Et pour cela, il va falloir que nous puissions initier des réformes pour revoir à la baisse l'exorbitance de leurs droits, parce qu'ils ne continuent pas à en avoir. Aujourd'hui, nous avons des députés retraités, et lorsque le député, il sait l'État à l'hémicycle, il participe à l'adoption des lois, après, il a une retraite, il ne nous dit pas jusqu'à quand ça va finir. Quand c'est dans des pays comme le Bénin, où les ressources sont limitées, où toutes les questions sont urgentes, il va falloir que j'envisage ou j'entrevois... Il y a une sorte de rationalisation des privilèges. Tout à fait. Il y a une sorte de rationalisation des privilèges. Et je pense que notamment pour les députés retraités, il va falloir... Ça embête un peu la jeunesse à laquelle j'appartiens. Lorsque nous sommes là, les gens n'ont pas encore le travail. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été effectués sur le plan de l'emploi, mais il va falloir quand même que les privilèges qui continuent pas à exister, qui n'ont pas été totalement annulés, notamment au niveau des hommes politiques. C'est pourquoi ne pas prendre l'exemple de la Suisse. On peut comprendre que cela nourrisse des frustrations légitimes telles que nous les exprimons. Est-ce que l'esprit justement de donner des privilèges confortables aux élites politiques, aux élites qui gouvernent, c'est justement de leur éviter d'aller à la tentation de toucher aux ressources publiques et donc derrière une rigueur implacable?